Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle preview Sora NBA saison 2025-2026. Aujourd'hui, on va parler des Chicago Bulls. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de mettre un commentaire et surtout de partager cette vidéo. On a besoin d'un maximum de soutien pour ce long marathon que sont les previews Sora NBA. Petit rappel sur le format de cette preview Sora NBA. Elle se divise en 3 parties. La première partie qui est le récap où on regarde ce qui s'est passé l'année dernière d'un point de vue statistique NBA, mais aussi Sora NBA. Une deuxième partie qui est consacrée au roster, où l'on verra les mouvements de l'été, la rotation à venir et aussi les rookies qui arrivent. Et enfin, la troisième et dernière partie, les choix, où on indique les joueurs qu'il faudrait avoir sur la saison prochaine, mais aussi les forces et faiblesses de l'effectif que l'on pourra utiliser sur cette nouvelle saison NBA 2025-2026. Allez, c'est parti, on commence par le récap. Les saisons se suivent et se ressemblent pour les Chicago Bulls qui terminent à une 9e place, encore une fois en play-in, encore une fois éliminés au premier tour du play-in. Pas d'avancée, toujours les mêmes histoires qui se répètent, toujours les mêmes erreurs. On peut voir quand même que l'année a été très intéressante, au moins d'un point de vue attaque, avec la 6e attaque de la saison. C'est un classement qui a vraiment progressé depuis le transfert de Zach LaVine et l'arrivée notamment de Josh Giddey. Vraiment une fin de saison en boulet de canon avec une attaque de feu, mais le problème c'est que de l'autre côté du terrain c'est catastrophique avec la 28e défense, donc automatiquement un net rating vraiment bas, un 20e. Il y a vraiment eu cette ambivalence entre une attaque qui fonctionnait très bien et une défense qui était aux abonnés absentes, à savoir qui défendait dans cette équipe, pas grand monde. Si on regarde un peu plus en détail, on va voir qu'il y a du très bien et il y a du pas bien du tout. Premier rebond défensif, 5e au niveau des passes. Au niveau des interceptions, c'est pas trop ça, 24e. Et turnover, 20e, c'est un peu middle et tout. C'est assez homogène, on va dire. Un peu de bien, un peu de très bien, un peu de moyen, un peu de pas terrible. C'est une saison en fait sur laquelle on a eu vraiment de très bonnes surprises sur la fin de saison avec cette arrivée de Josh Giddey qui a fait un fit parfait et qui a constitué une traction arrière avec Kobe White vraiment hyper flashy, hyper intéressante, avec un jeu où ça emmenait le ballon et la pace était vraiment très rapide. Après, voilà, c'est une saison avec des forces et des faiblesses, mais une défense vraiment... alors ça se voit bizarrement pas trop là-dessus, alors que la défense était vraiment compliquée. Mais au shoot, c'était quand même plutôt pas mal, quasiment sur le premier tiers, au port du premier tiers, avec quand même des gros volumes, notamment à 3 points. Étonnant quand même que autant de réussite avec si peu de tirs tentés. Donc il y avait quand même des choix qui étaient vraiment bons. Au niveau des joueurs, alors avec cette saison à deux séquences, la première partie compliquée, une deuxième largement mieux, et voire même trop bien par rapport aux attentes que pouvaient avoir les Bulls et la finalité que ça allait amener. Le premier, c'est celui qui vient tout de suite en tête, c'est Josh Giddey. Josh Giddey qui est arrivé à la trade deadline en provenance d'OKC. Et il s'est de suite imposé. Il est devenu un des leaders de cette équipe, indispensable. Donc en 4 mois, il a mené de main de maître la deuxième partie de la saison de Chicago avec plus de 20 victoires sur la dernière ligne droite. Voilà, 48e joueur Sora, ultra complet, que ce soit du scoring, de la passe, du rebond, des interceptions et tout. Vraiment, Monsieur Plus est indispensable dans cette équipe des Chicago Bulls. La deuxième, qui est la promesse, c'est le rookie, Matas Vuzilis. 266e joueur Sora. Il a réussi à s'imposer comme titulaire au poste 4 et à passer devant Patrick Williams, on va en reparler juste après. Hyper intéressant avec un jeu vraiment complet. Le bonhomme, il a une très grande gueule, mais quand même, il montre des choses très intéressantes sur le terrain. Donc, il est monté en puissance au fur et à mesure de la saison et il s'est rendu indispensable au poste 4 dans cette équipe. Il a réussi à prendre la place et à s'imposer très nettement dans l'effectif des Chicago Bulls. Et donc, d'un point de vue Sora, comme il fait du scoring, il prend du rebond, il a une aptitude vraiment à faire un scoring aussi varié. C'est très intéressant, notamment avec les variances qu'il a pu avoir en passant un peu de temps de jeu en sortie de banc à titulaire indiscutable. Enfin, le dernier joueur, la dernière carte, celle
qui nous a encore une fois déçus. C'est Patrick Williams, un 240e joueur Sorare. Il est arrivé en étant titulaire indiscutable. Les Chicago Bulls souhaitaient qu'il soit le poste 4 du futur. Malheureusement, le pauvre gars, il a disparu au fur et à mesure. Quand il avait sa chance, ses minutes, il n'a pas su les saisir. Vraiment complètement hors jeu dans Sorare, mais aussi dans son équipe. Ça sent pas bon pour lui. Ça sent vraiment pas bon pour lui. On se demande quel va être le futur pour lui, à minima au Chicago Bulls, voire dans la ligue, qui va vouloir récupérer. En tout cas, ça fit pas. Le fit Patrick Williams et Chicago, c'est une grosse déception. C'est un acte manqué, clairement. C'est compliqué en fait de s'être positionné sur lui et de voir finalement qu'il n'a pas répondu aux attentes. D'un point de vue stat équipe, globalement, c'est quand même bien. Hein. Alors bien d'un point de vue juste l'équipe de Chicago, c'était la 9e équipe à marquer le plus de points dans Sorare. Et aussi de l'autre côté, quand c'était un match-up, c'était la 4e équipe qui encaissait le plus de points. Et on peut voir après, si on regarde dans le détail du scoring adverse dans Sorare, c'est la fête du slip à tous les postes. Hein. En guard, c'est une catastrophe. En forward, c'est une catastrophe aussi. Et, en centre, c'est légèrement mieux. Mais bon, c'était réellement une équipe qui prenait du point à foison sur tous les postes parce que qui défend dans cette équipe de Chicago la réponse est personne. Donc c'est des stats que nous on aime bien voir en tant que joueur soir parce qu'en fait on peut prendre quelques joueurs qui font du scoring, mais c'est surtout un match-up sur lequel en fait on pouvait y aller les yeux fermés parce qu'on sait que c'est open bar et les joueurs qui jouent contre eux ils vont faire automatiquement un gros score. Bon, maintenant on va parler du roster. Le roster avec donc ce marché de l'été pas très fourni, mais quand même un gros move avec l'abandon, la fin du projet Lonzo Ball au Chicago Bulls. Malheureusement, un projet qui n'a jamais réellement démarré avec tellement de blessures pour ce pauvre Lonzo qui a erré pendant toutes ces années de contrat à Chicago avec ses blessures au genou, une arlésienne chaque année. Donc il n'a pas j'ai tourné, il a été envoyé à Cleveland contre Isaac Okoro. Donc bon, Isaac Okoro qui déçoit quand même pas mal depuis qu'il est arrivé dans la ligue avec une pauvreté au shoot qu'il n'a pas réussi à développer. Par contre, il a une bonne défense. On a pu le voir que la saison dernière, Chicago avait besoin d'un défenseur, donc c'est quand même un point positif pour Chicago à ce niveau-là. Et puis après, le reste, c'est vraiment anecdotique. Talen Horton-Tucker qui a pu jouer quand il y avait 2 ou 3 blessures sur sa rotation devant lui. Il a pu faire quelques petits trucs intéressants, mais bon, c'est tellement irrégulier. C'est pas un joueur avec un temps de jeu normalement conséquent dans une équipe. EJ Liddell aussi, pareil, c'est anecdotique. Et puis après, les arrivées à côté, Kawamura, Mamadou Gay qui avait fait 2-3 petites choses à Atlanta, là aussi en profitant des blessures. Bon, ça sent quand même de l'ajout homéopathique, donc c'est vraiment pas le gros marché de l'été. Malheureusement, ça n'a pas trop bougé au final. On va rester dans le moyen, parce qu'il n'y a pas eu de gros mouvements. Il y a eu de l'allègement salarial avec le Ball, mais bon, après, c'est pas terrible ce qu'il y a à côté. Donc, on n'est vraiment pas emballé par ce marché de l'été de Chicago. Au niveau des rookies, Cocorico, encore un Français, Noah Esseng, 12e choix. Alors, d'après les scouting reports, il peut avoir un profil avec une capacité de se rapprocher d'un Pascal Siakam, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Hein. Donc c'est tout d'abord un très très bon bagage athlétique pour un garçon qui n'a que 18 ans. Il fait 2m08, il a une envergure de 2m16. Donc il est capable en fait avec son bagage déjà athlétique très haut d'attaquer et d'être vraiment incisif vers le cercle, de pouvoir contester les tirs. Il a déjà réussi l'année dernière à montrer de vite progrès au niveau de son shooting, au niveau de son appréhension avec le ballon, le toucher, le maniement. C'est vraiment déjà hyper intéressant. Et comme c'est un prospect de 18 ans, il y a tout à faire, tout à développer. C'est vraiment un diamant à polir. Donc, c'est un pari pour les Bulls sur la durée. Et au vu de son poste de power forward, il y a place largement pour avoir déjà du temps de jeu très intéressant cette année à Chicago.
En termes de points de faible, comme il a une mécanique de chouk en pleine construction, il a encore énormément de choses à améliorer. Il a encore du mal à créer son propre tir et d'avoir une constance, donc une régularité dans son shoot. Il a une défense vis-à-vis des intérieurs qui est encore friable parce que physiquement, il est encore trop juste face à des attaquants puissants. Zion, par exemple, va le défoncer, hein. Et donc, voilà, comme on a dit, c'est un diamant à polir, c'est-à-dire qu'il est brut en attaque, il a beaucoup de qualités, mais encore beaucoup de défauts. Et il y a des choses qu'il va pouvoir rationaliser et améliorer avec sa première année en NBA pour vraiment, s'il est bien développé, devenir un top profil au niveau de son poste 4, en étant un scoreur polyvalent, capable de jouer avec et sans le ballon, et de pouvoir potentiellement redescendre sur un poste 3. Donc il y a beaucoup d'espoir pour lui. Il a une équipe dans laquelle il peut jouer. C'est pas la meilleure équipe, mais il a l'espace en tout cas sur le papier pour pouvoir avoir le temps de jeu nécessaire pour développer et améliorer son jeu. Pour la depth chart, la rotation, on peut voir que ce serait d'après CBS Sport une rotation quasiment similaire à l'année dernière avec Josh Giddey, Kobe White, donc une traction arrière qui avait super bien fonctionné. On peut faire bis repetita. Ayodo Sumnu en small forward et après à l'intérieur Matas Bouzidis et Nikola Vucevic, hein, donc c'est quasiment un copier-coller quand même de la saison dernière. Derrière une deuxième rotation avec Trey Jones qui est vraiment sur le courant alternatif, on va voir ce que ça peut donner réellement. Kevin Werther, pareil, quand ça rentre c'est super, quand ça rentre pas c'est une catastrophe. Et Isaac Okoro potentiellement en sortie de banc, Patrick Williams, Zach Collins, et puis après voilà, on commence à avoir des noms obscurs, Javon Carter, Dan Terry, qui est un petit rookie qui est en sophomore si je dis pas de bêtises, et qui a montré quand même des choses intéressantes. Noah Essenge et Jalen Smith, donc le premier truc qu'on voit, c'est qu'il y a quand même pas mal d'attaquants, hein, c'est plutôt pas mal, donc ça va continuer encore à scorer fort, mais par contre, qui défend quoi? Là, le seul nom qu'on arrive à sortir facilement en termes de défenseur, c'est Isaac Okoro, hein, clairement, hein. Mais bon, après, de côté de l'attaque, c'est un plot. Mais après, à côté, Guidi, ça défend pas très bien. White, c'est pas beaucoup mieux. Vucevic, c'est pas non plus foufou. Donc, ça annonce encore une saison sur le même base que l'année dernière. Donc, ça va finir encore entre la 10e et la 8e place. Pour finir encore au play-in, se faire éliminer au play-in. Encore. Là, on est vraiment en fait sur les mêmes bases. Et s'il n'y a pas de mouvement, on va encore avoir une saison bis repetita, hein. On sera trop haut pour reconstruire, trop bas pour espérer viser quelque chose, quoi. Donc c'est pas foufou. Et puis après, si t'as quelqu'un du 5 là qui se blesse derrière, c'est pas incroyable. Ça suffira pour une conférence Est, mais juste en saison régulière, hein. Si on regarde après notre côté, notre 5 majeur qu'on propose, on est quasiment pareil. C'est juste que, on va dire, dans un souci d'unité, on serait plus sur un Isaac Okoro en small forward, histoire d'avoir un défenseur, un minimum. Au moins quelqu'un qui défend plomb, qui arrive à avoir au moins une aptitude à ralentir et à essayer de gêner son adversaire, parce que c'est pas le cas de ses coéquipiers. C'est vraiment, vraiment pour histoire d'avoir vraiment un vrai défenseur, au moins, sachant que c'est quasiment le seul. Donc, nous, on partirait plutôt sur ce 5-là. Voilà. Avec tout ça, on va maintenant essayer de faire des choix. C'est l'heure des choix. Les choix, on va tout d'abord parler des joueurs. Alors là, au côté Chicago, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont intéressants parce qu'on est sur une attaque qui va sûrement rester une des plus rapides de la NBA, donc ça va faire du score. Ça va avoir des stats, c'est ce qu'on cherche nous dans Sorare. Le premier choix, ça semble assez évident malgré un L10 qui est stratosphérique. C'est Josh Giddey. Josh Giddey qui est donc arrivé en février à trade deadline depuis OKC et qui s'est imposé comme le leader du backcourt avec Kobe White. Les deux s'entendent très bien et ça envoie du rythme, de la passe, du scoring, du 3 points, tout ça. Donc il rayonne depuis qu'il est au Bulls. C'est vraiment un joueur qui est hyper intéressant à avoir. Il a un scoring qui est ultra complet. Il fait du score, de la passe, d'interception, du rebond. Donc c'est ce qu'on cherche nous dans Soar. Et puis après, il n'a pas réellement de concurrence. Donc s'il est épargné par les blessures, il va être
Titu avec de grosses minutes de jeu tout au long de la saison. Donc ça semble être un choix dans la durée sans trop de soucis du côté de Chicago. Le pari c'est Matas Bouzelis. Matas Bouzelis qui est monté en puissance, comme on a parlé tout à l'heure, tout au long de la saison en devenant titulaire indiscutable au poste 4. C'est la seule vraie option quand on regarde l'effectif en tant que power forward. Donc s'il a plus de minutes, il va sûrement faire plus de scores, plus de rebonds, plus de points. Il a lui aussi donc un scoring diversifié, c'est ce qu'on cherche. Donc ça va être une carte vraiment très intéressante sur cette saison des Chicago Bulls. À surveiller aussi sur L10 parce qu'il risque sûrement d'avoir un peu de grosses variances. Parce que ce ne sera pas la première option du 5, ce sera sûrement la quatrième derrière Giddey, White et Vucevic. Donc ça semble vraiment hyper intéressant à avoir comme pari. Le risqué, c'est Papi Vucevic, 34 ans, il est aux Bulls pour le moment, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs de transfert autour de lui. Quand est-ce qu'il va partir? Sachant que c'est un joueur qui est hyper intéressant dans Soir dans les deux catégories, c'est-à-dire dans son équipe parce que il est omnipotent sur le rebond, sur le scoring, il met du 3 points. C'est la seule vraie option en fait en tant que pivot, en tant que centre à Chicago. Donc c'est une carte vraiment à avoir en plus généralement c'est un petit prix, c'est vraiment hyper intéressant à avoir parce qu'il score beaucoup et en plus quand un adversaire joue contre Vucevic, le pivot adverse ou l'intérieur adverse il se fait plaisir et il fait des gros scores face à lui. Donc c'est un joueur en fait qui nous est intéressant à avoir dans sa galerie pour l'aligner et c'est aussi hyper intéressant à surveiller quand il y a un match-up contre lui. Enfin, le Win Now, alors on aurait pu le mettre aussi dans notre catégorie choix, dans le choix dans cette preview des Chicago Bulls. C'est Kobe White. Kobe White qui a été un des joueurs les plus énormes de la saison dernière à Chicago, vraiment. Il a été vraiment partout. Il a fait du scoring. Enfin, vraiment, il a fait un scoring lui aussi complet. Donc, c'est ça, en fait, qui complète bien le backcourt de Chicago entre White et Giddey. Depuis le départ de Lavigne, mais on voit qu'il a pris beaucoup plus de responsabilités et que ça lui convient mieux le style de jeu de Chicago depuis le départ de Lavigne. Donc scoring complet dans Sora, c'est ce qu'on cherche. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est sa dernière année de contrat. Et on sait que les joueurs, quand ils sont dans leur dernière année de contrat, ils surperforment pour pouvoir toucher le gros chèque à la fin de la saison. Lui, il cherche un chèque en plus de 30 millions d'euros, 30 millions de dollars l'année. Il va chercher de la perf, il va vouloir se montrer. Donc ça va vraiment être intéressant et on le met dans Win Now parce que il a un L10 de 32 qui est bas pour un titulaire. C'est bas haut, on va dire, mais c'est un joueur qui peut faire facilement du 50. Donc pour nous, c'est la carte à avoir en début de saison du côté de Chicago. D'un point de vue global, les Chicago Bulls, en fait, on arrive à dégager 3 cartes qui sont pour nous des must-have sur ce début de saison. Et sur une grosse partie de la saison, c'est White, Kobe White, Josh Giddey et Vucevic. Parce que comme on est dans une équipe qui score énormément, c'est des joueurs qui sont les 3 premières options et qui vont faire du scoring complet, que ce soit du 3 points, de la passe, du scoring, de l'interception, du rebond et des contres. Donc c'est des cartes qui sont en plus facilement abordables que d'autres, mais qui feront du score. En quatrième choix, on pourrait mettre aussi Bouzelis, parce qu'il va être tout seul, il semble tout seul vraiment sur son poste 4, et il va avoir du gros temps de jeu, donc ça va vite flamber au niveau des stats scoring Sorar. Donc ça va vraiment être intéressant. Après, on met un petit bémol quand même sur White et Vucevic, parce que Vucevic, on sait qu'il y a des grosses rumeurs de trade, et si le management décide enfin de reset le projet et de repartir d'en bas, c'est Vucevic qui saute en premier, très clairement. Donc c'est le petit risque à avoir, parce que quand il va partir, on ne sait pas dans quelle franchise, quel rôle il va avoir, ce ne sera pas aussi omnipotent qu'au Bulls, donc automatiquement, il va perdre de sa valeur dans ce soir. Ce sera plus compliqué. Et puis après, on met White aussi, parce que White, comme il est en dernière année de contrat, si il ne reprolonge pas à Chicago sera peut-être obligé de le trader en cours de saison parce que au lieu de le perdre contre rien, je sens que c'est les spécialistes de perdre contre rien, ils vont peut-être le brader à la trade deadline. Donc c'est un truc aussi à surveiller, à garder au moins en tête
à l'approche de janvier-février, parce que ça peut avoir de lourdes conséquences, et après ça peut devenir des cartes qui sont beaucoup moins utilisables que sur la première partie de saison. Après, face à Chicago, la question, on l'a dit tout à l'heure, c'est qui défend. Franchement, c'est catastrophique la défense qu'il va y avoir de Chicago. On va tabler sur un top 3 des pires défenses de la NBA. Et donc, spot de match-up incontournable. C'est-à-dire que Chicago, ça sera à poser les yeux fermés et open bar, quoi. Et puis les joueurs vont se faire plaisir. Les joueurs qu'on fera jouer contre Chicago feront un énorme scoring et ça fera le plaisir pour gagner des rewards. Cette preview des Chicago Bulls est maintenant terminée. On vous remercie de votre attention. N'oubliez pas de partager, liker, mettre un commentaire. Envoyez-nous de la force pour ce périple des previews rares sur NBA 2025-2026. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Allez, tchuss!